Bonsoir, bienvenue dans le journal de TV78, nous sommes le jeudi 12 mai, voici les titres. Une deuxième édition de la BAP s'ouvre à Versailles. La biennale d'architecture et de paysage de la région Île-de-France est ouverte jusqu'au 13 juillet. Au programme expositions, visites, ateliers, débats et conférences sur le thème cette année de Terre et Ville. François de Mazières, maire de Versailles, est notre invité. Les électeurs de Mantes-la-Jolie appelés aux urnes ce week-end pour élire leur nouveau maire. Le premier tour de l'élection municipale partielle se tient dimanche. Un scrutin rendu nécessaire après la démission en janvier de l'ancien édile Raphaël Cognet. Qui sont les candidats et quels sont les enjeux? Le point à suivre. Et depuis peu, le parc de la Brunetterie à Orgeval est labellisé. Il est reconnu comme ensemble arboré remarquable, un statut qui va permettre plus de protection et d'entretien de ces arbres pluricentenaires. Et un petit voyage aussi du côté de Berlin dans cette édition avec nos confrères de Radio Sensation. C'est le coup d'envoi de la deuxième édition de la Biennale d'architecture et de paysage à Versailles. Elle est initiée par la région Île-de-France et sa présidente Valérie Pécresse. Elle débute demain, vendredi, et se déroulera jusqu'au 13 juillet à Versailles. Le thème cette année, Terre et Ville, avec comme principale préoccupation l'environnement. Les précisions de Mathilde Franco. 3 ans après sa première édition, la Biennale d'architecture et du paysage revient à Versailles. Cette année, le thème est consacré au lien entre la terre et les villes avec un fort accent sur le développement durable. À l'heure où les ressources terrestres se raréfient et le climat se dérègle, les architectes se mobilisent et innovent. On a choisi de construire l'exposition en 3 temps. Un temps de monstration, c'est cette monumentale des ressources qui est derrière nous, qui fait la part belle à toutes les ressources du sous-sol et du sol, mais aussi de l'atmosphère de la région. Une deuxième séquence de témoignages de pratique où on a invité des architectes du monde entier à nous montrer ce qu'ils font avec ces matières et les nouvelles architectures qu'ils sont en train d'inventer pour répondre à l'urgence climatique. Et puis un troisième grand temps qui sera une appropriation proposée aux étudiants et au public de ces mêmes sujets avec des workshops pour construire en terre, construire en paille, tout ça pendant les 2 mois de la Biennale. Ce qu'on trouve, je pense, très, très enrichissant, c'est la diversité des approches de cette même question, mais qui convergent vers cette même volonté de trouver des nouvelles manières de répondre au changement climatique et à ces enjeux environnementaux. Au total, la BAP regroupe 9 expositions. Cette année, elle s'ouvre également sur le monde, avec la présence des 3 lauréats du prix de l'architecture soutenable. Mexique, Jordanie, Thaïlande présentent ainsi 3 pavillons. C'est une grande honneur d'être invitée par Valérie Pécresse avec carte blanche. Elle a dit « Amène-moi le monde à Versailles ». Aujourd'hui en Europe, on a des grandes recherches en termes de nouveaux matérialités, recyclage, biosourcés, comme la cellulose, la terre pulvérisée, tout type de fibres qu'on cherche de réutiliser dans nos processus de construction. Dans le nouveau monde, on a beaucoup moins de moyens de développement et de recherche. C'est une fierté à 2 titres. D'abord parce que je pense que c'est maintenant le plus grand événement, festif en architecture en France, très clairement. Et aussi parce que c'est une biennale qui est en train de s'ancrer dans le débat sur le développement durable, c'est-à-dire qui est en train d'ancrer le fait que ça concerne les architectes, que les architectes sont partie prenante de l'adaptation au réchauffement, parce qu'il ne s'agit même plus de lutter contre, de l'adaptation au réchauffement climatique, ils ont leur mot à dire. Cette seconde édition de la BAP se tiendra jusqu'au 13 juillet. Tout du long, les visiteurs pourront assister à des débats, des ateliers, des conférences ou encore des spectacles. Et pour parler de ce sujet, François de Mazières, maire de Versailles, qui est aussi le commissaire général de cet événement, la Biennale d'architecture et de paysage, devait être notre invité. Mais à l'heure où je vous parle, 18h07, il ne s'est toujours pas connecté. Peut-être qu'il le fera d'ici à la fin de cette édition pour nous parler de cet événement. Je vous le rappelle, qui revient après une période de pandémie. Première édition de cette BAP qui s'était déroulée à Versailles en 2019. Deuxième édition donc en 2022 avec cette année Terre et Ville, ville au pluriel et tous ces liens qu'il y a entre la terre et les villes, un lien indéniable avec bien sûr une prise en conscience et en considération de cette thématique de l'urgence climatique qui prend aujourd'hui une place prépondérante. Je vous rappelle que c'est donc jusqu'au 13 juillet, 9 expositions sont au programme, mais aussi des visites, des ateliers, débats et conférences dans toute la ville. Le programme complet est à retrouver sur le site qui s'affiche en bas de l'écran. Et pour précision, cet événement de la BAP avait réuni en 2019 200 000 visiteurs. On imagine que l'objectif cette année est d'attirer un peu plus de visiteurs. Je vous précise de nouveau les dates. 13 mai, 13 juillet pour la date de ce BAP, de cette BAP Biennale d'architecture et de paysage à Versailles. C'est ouvert à tous, sauf les lundis. Les horaires, midi, 19h, dès 11h les samedis et dimanches. Et l'entrée est libre pour cet événement.
Dans le reste de l'actualité, les élections législatives qui approchent, c'est les 12 et 19 juin prochains. Les candidatures pour le scrutin se révèlent peu à peu et l'Union pour les Yvelines de la droite et du centre a investi ses 12 candidats, une liste majoritairement renouvelée et ancrée dans le territoire. Céline Charles. L'expérience du terrain et la proximité avec les habitants, c'est ce que prône l'Union pour les Yvelines de la droite et du centre. Elle a fait le choix d'une liste majoritairement nouvelle, avec notamment de nombreux élus locaux. Je pense que c'est important de pouvoir un petit peu faire ses classes et donc je suis élu en tant que maire adjoint depuis maintenant près de 3 mandats et conseiller départemental depuis 2 mandats. Ça fait 30 ans que je suis élu à Thoiry, donc il faut effectivement qu'il y ait des gens comme moi qui soient députés pour pouvoir défendre nos territoires et surtout faire voter des lois qui correspondent à la volonté des gens et non pas seulement la volonté des grands Manitou. Qu'est-ce qu'un député pour eux ? Est-ce que c'est quelqu'un qui fait simplement partie d'un groupe et qui appuie sur vert quand on lui dit d'appuyer sur vert et qui appuie sur rouge quand on lui dit d'appuyer sur rouge ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui réfléchit par lui-même, qui propose des choses, qui défend des choses auxquelles il croit sincèrement ? C'est une liste qui a la caractéristique d'avoir effectivement des élus locaux, départementaux, municipaux, régionaux, parce que nous croyons que l'expérience qu'ils ont récupérée sur leur terrain peut servir à l'échelon national. Philippe Benessaya et Michel Vialet sont les 2 seuls candidats sortants, l'occasion de donner une continuité aux dossiers menés sur leurs territoires respectifs. J'ai été élu député en septembre 2020, donc je reste dans une dynamique. J'ai pas fini mon travail, j'ai pas fini d'étudier les dossiers, de recevoir la population, donc moi je suis en début de mandat entre guillemets, alors qu'on est en fin de mandat officiellement. 12 candidats qui font le choix de s'inscrire dans une opposition constructive à la politique présidentielle. Il faut qu'on aide le président à avoir le courage de porter les réformes qu'il n'a pas eu le courage de porter sur la retraite, par exemple. On saura le faire. Il me semble qu'il est aussi utile pour notre pays qu'il y ait une opposition constructive à l'Assemblée nationale et que les électeurs aient à terme un choix autre que Macron ou les extrêmes. Chaque fois que les propositions du gouvernement nous agréeront, nous les voterons. Chaque fois que les propositions nous agréeront dans les grandes lignes, mais avec tel ou tel point qui ne nous conviendra pas, nous les amenderons. Mais en tout cas, nous ne serons pas des claqueurs de pupitre comme l'extrême droite ou comme l'extrême gauche. Des candidats centrés sur des valeurs et sujets communs, le pouvoir d'achat, l'environnement, la santé, la justice ou encore l'éducation. Ils vont officiellement lancer leur campagne le 13 mai lors d'une réunion publique à Bois d'Arcy. Et ce scrutin, lui, a lieu ce week-end. Les électeurs de Mantes-la-Jolie sont appelés aux urnes pour une élection municipale partielle. Premier tour ce dimanche 15 mai, un éventuel deuxième tour le dimanche 22 mai. Et pour en parler, Céline Charles est avec moi en plateau. Bonsoir. Bonsoir. De la rédaction de TV78. Pourquoi vote-t-on à nouveau à Mantes-la-Jolie ? Pourquoi revote-t-on à nouveau ? Rappelons-le, l'ancien maire de Mantes-la-Jolie, Raphaël Cogniet, avait démissionné de ses fonctions en janvier dernier. Une situation qui avait été le fruit de la guerre ouverte qu'il entretenait avec le président du département des Yvelines, Pierre Bédier, qui avait pourtant été son mentor à ses débuts dans la vie politique. Donc les conflits ont commencé quand Raphaël Cogniet est devenu maire en 2020. Pierre Bédier, alors un de ses conseillers municipaux, a vivement critiqué sa politique, notamment sur la gestion du quartier du Val-Fouré. S'en est suivi des divisions au sein de la majorité des élus du conseil municipal. 22 élus étaient plutôt pour Pierre Bédier, 14 pour Raphaël Cogniet. Comme conséquence, et cela a entraîné le blocage du conseil municipal, donc de la prise de décision, donc forcément d'action aussi. Une situation qui avait été invivable et qui a conduit finalement à la démission de Raphaël Cogniet. Mais le maire démissionnaire n'en a pas pour autant dit son dernier mot, puisqu'il est de nouveau candidat avec sa liste sans étiquette, un nouveau cap pour Mantes-la-Jolie. Il veut renverser le système et proposer du renouveau pour la ville. Autre candidat de la majorité sortante, Jean-Luc Santini, fidèle de Pierre Bédier, qui était en désaccord avec Raphaël Cogniet. Avec sa liste Mantes unie pour l'avenir, il repart également avec 8 adjoints de la dernière majorité, dont le président du conseil départemental des Yvelines. C'est donc une élection tendue, dont le scrutin représente de forts enjeux pour les 2 hommes et leur conflit. Avec 6 listes candidates qui sont sur cette ligne de départ pour ce scrutin partiel, qu'en est-il à gauche ? Est-ce que l'Union est au rendez-vous pour justement tenter de remporter cette ville de Mantes-la-Jolie ? Alors à gauche, certains se sont unis effectivement. La France Insoumise, Europe Écologie Les Verts et le Parti Socialiste se sont rassemblés. Une équipe de gauche menée par Guillaume Kévarec et sa liste Printemps Mantais. D'autres font plutôt bande à part. Le Parti communiste et membre de l'opposition municipale Marc Genet, mené par Marc Genet, repart pour un nouveau scrutin avec sa liste Mieux vivre à Mantes-la-Jolie. On retrouve aussi Thierry Gonneau pour Lutte ouvrière, une liste majoritairement
composé d'employés et d'ouvriers mantois et mantaises. Et également candidat dans ce scrutin, François Gerbert et sa liste Pour vous, pour Mantes. Elle est soutenue par La République En Marche et propose un projet qui veut s'inscrire dans la rupture de la politique actuelle de la ville. Alors même si ces listes s'opposent sur le papier, plusieurs thématiques sont récurrentes chez les candidats. On retrouve notamment le rafraîchissement du centre-ville et la rénovation de certains quartiers du Val-Fouré, la sauvegarde des commerces, la jeunesse et l'éducation, le logement ou encore l'environnement. Alors vous l'aurez compris, cette élection est un petit peu à l'image d'un échiquier où chacun avance ses pions, mais les jeux ne sont pas encore faits. Réponse dans 3 jours pour le premier scrutin. Le deuxième aura lieu le 22 mai prochain. Donc éventuel deuxième tour le 22 mai avec 6 listes candidates pour ce scrutin partiel qui a lieu à Mantes-la-Jolie. Merci Céline Charles pour toutes ces précisions. Et l'actualité, c'est aussi cet événement. L'entreprise Ellerman Titan France a présenté aujourd'hui son nouveau Tech Lab. Il a été inauguré du côté de son site de Trappes. C'est une entreprise qui est présente depuis 60 ans sur le territoire de Saint-Quentin en Yvelines. Pour ce nouveau Tech Center, un investissement à hauteur d'1 million d'euros soutenu par le plan France Relance pour ce groupe spécialisé dans la production de pièces en plastique, notamment dans les secteurs de l'automobile ou de l'aéronautique. L'objectif est d'innover pour développer une production éco-responsable. On écoute à ce propos le directeur général interrogé par Nicolas Dandry. Ces 3 nouvelles presses que l'on a derrière moi, qui se font respectivement 60, 100 et 200 tonnes, elles sont alimentées par de l'électricité, elles ne sont pas hydrauliques, donc ça nous permet d'avoir une empreinte environnementale réduite de 30%, et elles se doivent d'être représentatives des presses que l'on a à l'atelier de fabrication pour que, comme vous l'avez compris, les réglages que l'on va optimiser ici puissent être transposables au niveau de notre atelier de production. Le Tech Center chez nous va nous permettre de travailler sur des nouveaux matériaux, des biomatériaux, moins demandeuses d'énergie fossile. On travaille sur notamment des produits venant de la mer. Donc ça va nous permettre de tester ces matériaux-là. Ça va nous permettre aussi d'optimiser les réglages de notre outil industriel pour qu'on les applique après ces réglages au niveau de notre centre de production juste de l'autre côté. Un déplacement en Allemagne de la Maison de l'Europe des Yvelines. La structure a participé à l'inauguration d'une bibliobox devant le lycée technologique de l'automobile de Berlin. Au programme, conférence sur l'impact positif de ces bibliobox sur l'environnement et la visite des lycées centrés sur les énergies de demain et le développement durable. Reportage pour nos confrères de Radio Sensation de Jessie Vullins. La littérature à portée de main. Dans les rues de Berlin, des bibliobox sont installées pour faciliter l'accessibilité à la culture. Un projet organisé par l'Institut pour la durabilité dans l'éducation, le travail et la culture de Berlin et la Maison de l'Europe des Yvelines. Le concept de la bibliobox, c'est surtout un concept durable. Il est d'abord question de récupérer et de transformer une vieille cabine téléphonique en quelque chose de nouveau, à savoir une petite bibliothèque de rue qu'on place dans un lieu stratégique de la ville, comme ici, et engagée dans le développement durable. L'occasion pour la délégation française de participer à une conférence sur l'environnement à travers le projet et la mise en service de plusieurs bibliobox en France et en Allemagne. Ça permet de véhiculer à la fois un concept culturel évidemment, mais aussi d'économie circulaire. Or on sait qu'aujourd'hui, il ne peut pas y avoir de comportement vertueux et d'avancée en matière de transition écologique sans que le sujet de l'économie circulaire ne soit pris en sérieux et de manière prégnante dans nos territoires. La visite de 2 lycées berlinois engagés sur les thématiques des mobilités de demain et du développement durable était également au programme avec une démarche volontaire vers la jeune génération. Si j'ai un mot à passer, en France, on n'écoute pas assez les jeunes. Et franchement, il faut écouter les jeunes. Là aussi, il y a un creuset d'innovation absolument incroyable et exponentiel. Et je pense que c'est un élément essentiel. On doit prendre des exemples à ce niveau-là, ça c'est certain. Ce vendredi, c'est au tour de la délégation allemande de se rendre dans les Yvelines avec l'inauguration d'une bibliobox à Saint-Germain-en-Laye. Autre inauguration ce jeudi, celle du verger partagé de Maurepas au square Liliane de la Mortière. C'est le 2e espace du genre que la ville propose à ses habitants, après celui du square de Beaufortin. 39 arbres en tout ont été plantés par la municipalité. Pommiers, poiriers, pruniers, 55 arbustes, framboisiers, myrtillers, cassissiers, groseilliers et des carrés potagers. Le principe, c'est que les fruits seront à la disposition de tous en libre service. Un projet chiffré à 50 000 €, financé par des subventions à hauteur de 70%, notamment de la région Île-de-France, dans le cadre de son budget participatif.
Enfin, direction Orgeval pour refermer cette édition. Depuis fin avril, le parc de la Brunetterie a obtenu un label Ensemble arboré remarquable avec des arbres pluricentenaires. Le domaine doit désormais être protégé et entretenu. C'est l'association des amis du domaine de la Brunetterie qui a porté le projet. Célia Gatsongo et Mathilde Franco. De 10 mètres de haut, ce châtaignier du XVIIIe siècle est considéré comme arbre remarquable. Il fait partie de ces végétaux qui ont permis au parc de la Brunetterie d'Orgeval d'obtenir le label Ensemble arboré remarquable. Nous avons sélectionné des arbres qui pluricentenaires, donc notamment il y en a un qui est emblématique, qui est derrière moi, un pin noir qui lui date du 19e mais qui a été justement, qui nous a fait gagner une partie de ce label. Il y a aussi des châtaigniers un peu plus loin qui ont 300 ans. L'association Les Amis du domaine de la Brunetterie a voulu préserver ce parc de 5 hectares paysager. En obtenant le label, c'est un engagement à entretenir ce patrimoine arboré, un lieu qui va devenir à la fois un environnement naturel et un endroit de convivialité. On va faire des aménagements importants, notamment artistiques, avec ce qu'on appelle une arboréale sur l'esplanade, qui servira de halle également. Il y aura une toile qui sera tendue, il y aura des animations, il va y avoir des concerts, il va y avoir des animations associatives. Donc c'est un parc qui va vivre. De la même manière, cette association nous a incités à voter, en conseil municipal également, la déclaration des droits de l'arbre, qui montre bien à quel point ce sujet intéresse notre commune. Document qui marque une volonté de mettre l'arbre au centre des préoccupations de la ville d'Orgeval. Elle est affichée à 2 entrées du parc de la Brunetterie. Et je vous rappelle la principale information de cette édition, l'ouverture demain vendredi à Versailles de la Biennale d'architecture et de paysage qui revient pour une 2e édition dans la cité royale. Le thème cette année est Terre et Ville, le lien indéniable entre les deux avec aussi la notion de développement durable, de l'urgence climatique qui prend aujourd'hui une place prépondérante. Nous devions avoir en invité François de Mazières, maire de Versailles, également commissaire général de cette Biennale d'architecture et de paysage avec nous par visioconférence. Il ne s'est toujours pas connecté, c'est pas grave, on pourra l'interroger peut-être un peu plus tard sur cet événement qui se termine donc le 13 juillet, donc ça va durer assez longtemps du côté de la ville de Versailles avec 9 expositions, mais aussi des visites, ateliers, débats et conférences. C'est ouvert tous les jours, sauf le lundi de midi à 19h, dès 11h les samedis et dimanches. L'entrée est libre et le programme complet est à retrouver sur le site internet de la BAP qui s'affiche en bas de l'écran. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Demain vendredi, vous avez rendez-vous avec le 7-8 Week-end, une émission avec de l'actualité et des idées de sortie pour bien terminer la semaine dans les Yvelines. Belle soirée sur TV78.